Salouété Kondiski-Pouli. Vous savez, je me souviens quand j'étais petit, j'étais persuadé que durant toute la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait eu aucune guerre. Genre, je voyais la frise des guerres comme ça. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et après, rien. Genre zéro quoi. Parce que, je sais pas, après s'être tapé dessus pendant 6 ans, je pensais que les hommes en avaient eu marre, enfin bref, j'étais naïf. Et ce qui m'a rappelé que j'étais naïf, c'est la guerre d'Indochine qui a éclaté entre la France et les Viet Minh, dont on va parler aujourd'hui. Et c'est justement le premier opus de notre série, Arrêt sur Histoire, série de vidéos d'histoire pour votre plus grand plaisir. Ce que je trouve incroyable avec ce conflit, déjà, c'est sa proximité avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il éclate en 1946. Mais c'est aussi à quel point, on s'est quand même bien fait botter les fesses quoi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je remets tout ça dans son contexte, et on va voir que, aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien ce conflit a éclaté assez logiquement. Avant d'être un groupe de rock, l'Indochine, c'était une colonie française composée des actuels Vietnam, Cambodge et Laos. La guerre d'Indochine est un des premiers conflits de décolonisation de l'Empire colonial français, et les origines de cette région remontent au 19e siècle. Durant le Second Empire, la question de la colonisation de la région est posée, et dans la fameuse volonté d'apport de la civilisation promise par Jules Ferry, la Troisième République poursuit ce travail. En 1883, déjà maîtresse du Cambodge et de la province vietnamienne de Cochinchine, la France réunit les restes du Vietnam, c'est-à-dire les provinces d'Annam au centre et Tonkin au nord. Puis, quelques années plus tard, elle y inclut le Laos pour former ce qu'on appelle l'Indochine française. Dès lors, les régions sont soumises à un protectorat, c'est-à-dire que les institutions déjà présentes sont plus ou moins maintenues. Ainsi, la France applique une politique très souple. Les rois et les administrations sont maintenus par exemple, et la métropole exploite surtout le riz, l'opium ou encore l'EVA pour faire le caoutchouc. La colonie reste assez peu peuplée par les colons, ils ne forment qu'environ 34 000 habitants sur 22 millions en 1940. Comme les tirailleurs sénégalais dont vous avez pu entendre parler, les ressortissants d'Indochine, que les métropolitains appelaient les Salamites, participent également à la Première Guerre mondiale dans les rangs de l'armée française. Donc, jusque-là, les Français pompent tranquillement les ressources du pays, mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse totalement la mainmise de la France sur l'Indochine. Les premières idées d'indépendance en Indochine française jaillissent dans les années 30, et même avant. Mais les diverses révoltes restent bien contenues par le gouvernement français, notamment la Grande Révolte de 1930. Beaucoup de doléances sont émises par la population indochinoise, mais la France préfère asseoir son autorité plutôt que de s'occuper des divers problèmes. Il faut dire qu'en métropole, le gouvernement a d'autres chats à fouetter entre tous les problèmes socio-économiques que connaît la France dans les années 30. Durant la Seconde Guerre mondiale, la France, soumise aux forces de l'Axe, voit l'Indochine occupée par le Japon. Et un peu à l'image de Napoléon, revenant très affaibli de Russie, devant les pays qu'il a conquis, voir leurs colonisateurs affaiblis contribue à développer le sentiment d'indépendance, notamment vietnamien, avec un certain Ho Chi Minh parmi ses leaders. Alors que le Japon capitule et que la guerre est sur le point de se terminer, Ho Chi Minh profite du vide du pouvoir pour commencer les premières insurrections. Et un mois seulement après la capitulation, Ho Chi Minh déclare la formation de la République démocratique du Vietnam. Là, on peut se dire que les Français, qui sortent déjà d'une guerre et qui font également face à des émeutes en Algérie, vont avoir beaucoup de mal à retrouver l'Indochine d'antan. La métropole envoie donc le général Leclerc et l'amiral d'Argeux, dont vous avez déjà pu entendre parler, pour négocier une certaine adhésion de l'Indochine dans l'Union française. C'est-à-dire, il propose aux dirigeants de rester autonomes tout en étant intégrés à la France. Officieusement, je ne vous le cache pas, c'est pour établir la souveraineté française. La manœuvre politique des Français ne marche pas vraiment, et ces derniers tentent une ultime négociation en métropole avec les Viet Minh, le parti d'Ho Chi Minh, lors de la conférence de Fontainebleau, dans le château du même nom. Ça ne marche pas également, les Français veulent garder leur mainmise sur le territoire tandis que les Viet Minh veulent une complète autonomie. Beaucoup d'escarmouches commencent alors. Le 19 décembre 1946, des marins français sont tués à proximité de la ville d'Haiphong. En réponse à cela, l'amiral d'Argentlieu ordonne à son artillerie de bombarder la ville. La guerre d'Indochine vient de commencer. À partir de là, les insurrections tournent comme un conflit ouvert et deux factions s'opposent. Les Français, soutenus par une partie du Cambodge, du Laos et du Vietnam restés fidèles, contre les Viet Minh avec d'autres organisations résistantes, les Khmer Issaraks cambodgiens et le Pathet Lao. Contrôlant le Nord-Vietnam, Ho Chi Minh mène la jeune armée populaire vietnamienne et organise de nombreuses guérillas face à l'armée française moins nombreuse mais plus organisée. Au début, le conflit prend la forme d'un simple soulèvement et il reste uniquement du ressort de la France et il est ignoré par la communauté internationale. Au bout de 3 ans de conflit, la guerre est de plus en plus impopulaire en métropole qui est en pleine reconstruction de la Seconde Guerre mondiale. Les Français tentent donc d'arriver à un compromis. Pour cela, ils placent un empereur exilé, Bao Dé, pour tenter de pacifier le conflit, mais ça se révèle être un échec. L'administration de l'empereur est minée par la corruption.
De plus, en 1949, Ho Chi Minh, jusque-là isolé de la communauté internationale, reçoit le soutien de l'URSS et de la Chine, qui vient de devenir communiste. L'armée française subit des revers et dès l'année d'après, dans la logique de la guerre froide, les États-Unis de Truman, pas lui mais lui plutôt, viennent en aide aux Français. Mais ça ne se porte pas mieux sur le terrain, la guerre s'enlise, les pertes sont lourdes des deux côtés et l'impopularité en métropole grandit. Il y a notamment le parti communiste, anticolonialiste, qui organise des grèves, ou encore Boris Vian qui compose la chanson Le Déserteur, opposé à la guerre qui sera censurée par la suite. De plus, le régime très instable de la 4ème République n'arrange rien. En 1954, le général vietnamien Giap fait face avec environ 80 000 hommes à la garnison d'à peine 14 000 hommes du colonel Christian de Castries. Les Français se font rouler dessus lors de cette bataille qu'on retiendra sous le nom de la bataille de Dien Bien Phu, et on négocie dans la foulée un accord de paix, les accords de Genève. Il prévoit l'indépendance du Laos, du Cambodge, et un partage du Vietnam entre le nord, contrôlé par Ho Chi Minh et les communistes, et le sud, qui deviendra l'allié des Américains. Les Français quittent le pays tandis que les Américains prennent leur place pour commencer ce qui deviendra la guerre du Vietnam. On a donc vu, les événements de la guerre d'Indochine suivent un engrenage assez logique. L'État français, fragile politiquement, n'avait pas les moyens de mener durablement la guerre et n'a fait que retarder l'inévitable, à savoir l'indépendance de tout ce beau monde. La France n'aura d'ailleurs pas son souffle à reprendre, puisque 1954 marque le début d'un autre conflit colonial majeur, la guerre d'Algérie. Mais ça, c'est autre chose. Ainsi s'achève donc cette vidéo sur la guerre d'Indochine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit policier sur ce, ça me fait très plaisir et ça me motive beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner. La musique du jour était la symphonie numéro 9 de Gustave Mahler. Quant à moi, je n'ai pas oublié mes vieilles habitudes romaines et je vous dis saluete, condiscipuli.